Yaorana, bonsoir à tous. C'est l'heure du débrief, 52 minutes pour débattre des sujets qui animent la société polynésienne. La fin de vie est un moment douloureux, intime et pourtant universel. Elle nous confronte tous, un jour ou l'autre, à la souffrance, à la perte et à la nécessité d'accompagner ceux que l'on aime. Mais comment s'assurer que cet accompagnement soit humain, respectueux et adapté à nos réalités polynésiennes ? Est-ce que les dispositifs actuels permettent de soulager les malades et de soutenir les familles ? À l'heure où la France métropolitaine débat de nouvelles lois sur l'accès aux soins palliatifs et la fin de vie, l'aide active à mourir, est-ce que nous devons nous préparer ici au Fénois à ces changements ? Ce soir, je vous propose de débriefer des soins palliatifs et de la fin de vie en Polynésie avec Leslie Hoata. Bonsoir. Bonsoir. Tu viens nous parler de ton parcours. Tu as accompagné ton ex-compagnon sur le début de sa maladie, mais surtout parler également de l'accompagnement dont tu as bénéficié psychologiquement pour survivre à ce parcours. On y reviendra. Merci. Lionel Cuveillé, toi, c'est ta maman que tu as accompagnée dans la maladie de Charcot. On parlera de ce parcours, ce qui l'a aidé, ce qui t'a aidé et peut-être ce qui a été plus compliqué. Merci d'être là ce soir. Et enfin, Maître Miguel Gratirola, avocat au barreau de Papeete. On reviendra sur le cadre juridique actuel et puis les enjeux aussi de ces nouvelles lois qui sont donc en discussion actuellement. Bonsoir. Bonsoir. Merci donc à tous les trois d'être ici. Je tiens à le préciser, je sais que c'est un sujet sensible et je m'en suis d'autant plus rendu compte en préparant cette émission. En parler est encore une forme de tabou, il y a encore une difficulté à en parler, et peut-être parfois parce qu'on ne comprend pas certains termes, on ne comprend pas de quoi on parle toujours. Et je voulais commencer par définir des termes qu'on va utiliser ce soir, notamment les soins palliatifs. Ce sont des soins qui visent à soulager la douleur et la souffrance psychologique, pas uniquement physique, tout en accompagnant la personne malade et sa famille sans chercher à hâter ni à retarder la mort. On parle également d'euthanasie. L'euthanasie, c'est un acte médical qui provoque intentionnellement la mort afin de mettre fin à des souffrances jugées insupportables. Et enfin, l'aide médicale à mourir, parfois aussi appelée suicide assisté, consiste à fournir au patient une substance létale qu'il s'administre lui-même ou parfois, dans certains cas exceptionnels, qui est administré par des soignants. Une fois qu'on a posé ces termes-là, quand vous les entendez, pour vous, qu'est-ce que ça évoque, ces termes euthanasie, aide à mourir, soins palliatifs? Leslie? Pour moi, ces termes-là sont importants, mais sont surtout propres à chacun. Selon les cas, selon le vécu qu'aura chacun face à la maladie, et face au parcours de soins dans lequel le malade sera confronté. Donc, mais c'est des mots qui te font peur quand même, d'une certaine manière. Du tout. Plus aujourd'hui peut-être. Ah non, plus du tout. Et c'est bien d'aborder le sujet de manière très claire. Ouais. Lionel, toi, qu'est-ce que ça évoque? Moi, ça me met en tachycardie. Détendons l'atmosphère tout de suite. Je rigole, c'est quelque chose, c'est un sujet difficile. Honnêtement, de réavoir à en parler, c'est compliqué, j'avoue, parce que ça nous remet dans l'émotion. Enfin, je sais pas pour toi, mais voilà, ça nous remet un peu dans l'émotion. Je pense que c'est des termes qu'il faut aborder, qui sont importants en tous les cas, qu'il faut expliquer. Pas attendre le dernier moment et être confronté pour justement aborder ce sujet-là, parce que il existe et quand ça arrive à soi, on est obligé de... Ça peut arriver à tout le monde et ça peut arriver n'importe quand. C'est ça, on ne le prévoit pas, c'est toujours trop tôt, évidemment, mais oui, c'est quelque chose qui... Je pense que c'est le libre arbitre en fait, c'est les personnes, pour moi, même si peut-être j'aborde le sujet un peu plus vite, mais devraient avoir le choix. On a 52 minutes pour revenir dessus. Et puis, avoir le choix, voilà. Et mettre sur ces termes-là, qu'est-ce que ça vous évoque? Ce sont des termes qui sont en fait, à mon sens, les murs porteurs d'une réflexion qu'on mène depuis longtemps, hein, que les hommes, les êtres humains mènent depuis longtemps. Je crois qu'on est tous d'accord sur la sacralité de la vie, ça c'est évident. Mais il arrive un moment où on se dit elle a un aspect relatif. C'est-à-dire que
On la pense absolue parce que c'est vrai que quand on est jeune, on pense qu'on va vivre tout le temps. Mais très rapidement, on déchante. Et lorsque la réalité douleur, nous rattrape. Voilà, la réalité nous rattrape. Et lorsque la douleur, la souffrance, lorsque finalement on se dit à quoi bon tout ça, ce sont ces mots-là qui viennent. C'est-à-dire, ce sont des mots tels que soins palliatifs, effectivement, tels que euthanasie, tels que fin de vie. Et ça va être l'objet de notre réflexion ce soir, tout ça. Exactement. C'est pour ça que c'était bien de mettre tout de suite ces mots sur le devant. C'est la réflexion qui me vient. C'est lié à la sacralité de la vie. C'est important pour moi de les définir parce que finalement, en préparant tout ça, c'est aussi une compréhension qui te permet de voir les choses peut-être un petit peu différemment que ce qu'on peut voir et entendre de manière très brève, souvent dans les médias. Ben en fait, c'est l'idée au-delà de tout ça, c'est aussi quand on est confronté à ce genre de situation, peu importe comment le sujet, la vie nous l'amène, c'est la question, moi je l'ai compris très vite, c'est l'idée de la dignité humaine. Oui. Au-delà de notre affect par rapport aux malades, c'est la dignité humaine. Justement, voilà. raconte-nous un petit peu ton parcours par rapport à cette expérience-là. Comment est-ce que tout ça a commencé? Comment est-ce que tu as été confronté finalement à cette notion de fin de vie et de soins palliatifs notamment? Moi, le père de ma fille a été diagnostiqué d'un cancer du poumon assez avancé. Et donc, compte tenu de l'avancement de la maladie, d'office, il est entré direct en soins palliatifs. Donc, en fait, dès le début du diagnostic, ça m'est imposé à moi. Le pronostic vital est engagé. C'est, voilà, tout de suite. La maladie, on ne peut pas la guérir. Il entre en soins palliatifs. Enfin, même s'il allait commencer les radiothérapies, la chimio, ça n'enlève en rien la finalité. Voilà, la finalité. Mais tu te prends ça de plein fouet, le traitement. Tu vas dans l'urgence. Donc tu dis, ok, il y a les séances de radiothérapie en urgence. Tu prends tout ce qui est urgent. Tu y vas, tu encaisses. Parce que finalement, tu as le cerveau un peu qui se met comme en pause et tu dis... Tu vas au plus urgent. Ouais, tu fais ça d'abord et puis on verra le reste après. Tu mets tout en mode survie. Moi, ma fille était encore un bébé, donc tu bloques tout. Tu mets ton cerveau en mode survie, c'est-à-dire le malade. Tout va tourner autour du malade. Ouais. Et toi, moi, j'étais dans la campagne. Qu'est-ce que je fais Déjà, sur l'annonce du diagnostic et comment tu le gères. Toi, déjà, en tant que personne. Et après, le malade, tu me diras, mais le chemin du malade, même s'il est similaire aux accompagnants, c'est pas tout à fait la même chose. Le malade, parfois, il veut amoindrir. Et, moi, c'est la sensation. Il minimise, mais voilà, c'est une réaction peut-être humaine de se dire... voilà. C'est pas réel, quoi. Il y a un côté où tu dis, ça peut pas m'arriver à moi, non? Il y a un déni. Oui, il y a un déni. Il y a un déni qui s'installe même pour nous inconsciemment. Au début, c'est non. Mais avec la force des choses et le temps, on n'avait pas le choix. C'est qu'après se pose la question de la dignité humaine, tout simplement. Il y a un déni et je pense aussi de la part du malade, envie de préserver aussi ces gens qu'il aime, parce qu'ils savent très bien qu'on va passer beaucoup plus de temps avec eux. Ouais. Et ils ont tendance justement peut-être à minimiser cette chose-là pour dire non mais prenez soin de vous aussi. Voilà. Mais je te rejoins sur le fait qu'on s'oublie tout de suite, c'est-à-dire qu'on dit ok, il y a une urgence, donc on va s'occuper de la personne. Voilà. Au détriment de soi, souvent. De tout. De tout, oui. De tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quand même une phase particulière. Et alors moi, pour le coup, il n'y a pas eu d'accompagnement. C'était en métropole. Hein, donc j'en parlerai tout à l'heure. Il y a eu plein d'étapes. Oui. Moi, c'était par étapes pour faire un parallèle tout de suite avec ce que tu as toi vécu. Moi, c'était par étapes, vraiment. Puisque moi, ma mère a été diagnostiquée maladie de Charcot. Et donc, ça s'est fait vraiment... petit à petit. Petit à petit, ouais. Donc, ça n'a pas été tout de suite soins palliatifs, parce qu'au début, c'était à la maison. Mais après, il y a le rapport avec l'interprétation cérébrale, j'ai envie de dire, ou mentale du malade, qui est décisive, en fait. Pour moi, c'est... On en parlait rapidement. Ils doivent se sentir coupables aussi, d'une certaine manière, de mettre sa famille dans cette situation-là, ou c'est proche de manière générale? Il y a une forme de culpabilité de la part des malades? Moi, il ne me l'a jamais dit, mais je pense que tout malade dans cette situation le ressent. Même s'il ne le verbalise pas,
on le sent en tant qu'accompagnant, qu'ils se sentent fautifs de faire vivre ça à leurs proches. Donc, Alors qu'ils n'y peuvent rien en soi, concrètement. Tout à fait. Et donc, l'entrée dans les soins palliatifs, l'urgence, les premiers soins. Oui. Et alors, tu m'as expliqué qu'ensuite, il y a une distance qui s'est créée aussi par rapport à la maladie, qui a été compliquée à vivre. Tout à fait. Mais durant cette phase qui a été très compliquée pour moi, c'est à ce moment-là où l'équipe médicale et des soins palliatifs sont venus vers moi. Ce n'est pas l'équipe des soins palliatifs forcément qui est venue, mais ils m'ont dit il existe une équipe au sein de l'hôpital, souhaites-tu en bénéficier? Donc effectivement, moi j'ai dit oui tout de suite, mais ils le proposent à toutes les familles, je suppose. Il le propose à tout le monde. Après, libre. Il n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord, Lionel. Enfin, je ne sais pas. Ici, en tout cas. Voilà. À l'hôpital de Polynésie, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, moi, j'ai dit oui. Mais après, libre à chacun des familles ou malades de vouloir se faire suivre. C'est propre. C'est toi, personne qui dit j'ai besoin d'aide. Ouais. J'ai besoin d'être aidée. Il faut être en capacité de l'admettre. Ah ben moi, oui. Moi, je l'ai dit tout de suite. Oui, oui, je veux. Là, quand vous voulez. En plus, en étant jeune maman, c'est sûr que déjà, ça chamboule toute une vie et psychologiquement, c'est compliqué. Quand en plus, tu prends ça à gérer en plus. Oui, non, il faut... Après, c'est compliqué. Enfin, je pense qu'en Polynésie, il y a l'aspect familial, religieux qui... Oui, la religion qui est... Moi, c'est mon cas à moi. Mais je sais que dans certaines familles, non, ça veut se gérer entre eux, ça reste dans l'intime. Voilà, ça reste entre eux, ça va se gérer entre les membres de la famille. Pour ça, je dis, c'est vraiment très personnel, ce type de parcours. Et chaque famille est armée ou non, selon l'épreuve. Donc, moi, vu les circonstances, j'ai demandé. Quand on me l'a proposé, oui, effectivement, oui. On va revenir un petit peu après sur justement ce soin d'accompagnement, enfin ce parcours d'accompagnement dont tu as bénéficié. Tu as commencé à parler un petit peu de ton parcours. Donc ta maman a été diagnostiquée à la maladie de Charcot. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer rapidement ce que c'est que cette maladie? Alors maladie de Charcot, en fait, c'est tout simplement c'est les motoneurones en fait qui se détruisent au fur et à mesure et qui motoneurones, ce sont les neurones dans la moelle épinière. Voilà, dans la moelle épinière. C'est le SOD32 si je dis pas de bêtises parce que je m'étais beaucoup renseigné dessus. Globalement, c'est le locked-in syndrome, c'est-à-dire que on a tout notre esprit, mais on est enfermé dans notre corps qui ne fonctionne plus. J'ai l'habitude de faire le parallèle quand j'explique la maladie. L'opposé, c'est d'Alzheimer. Parce qu'Alzheimer, on n'a plus sa tête, on a tout son corps. Bah là, c'est vraiment l'inverse. Elle perd en mobilité. En fait, ça paralyse les muscles volontaires. Tous ceux qu'on contracte. Au fur et à mesure. Tous ceux qu'on contracte volontairement, donc. Et le seul qui continue à fonctionner, c'est les yeux. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des choses qui ont été développées. Je me souviens, sur ces lunettes, on avait mis une petite pastille, des fois il y a le détecteur en eye tracking aussi, pour permettre, en bougeant comme ça les yeux sur un écran, de mettre lettre après lettre et mot après mot, pour qu'elle puisse communiquer. En fait, il y avait quasiment que ça pendant longtemps. Parce que pour la diagnostic, ça a été en décembre 2012. 6 mois après, elle marchait plus, elle bougeait plus. Donc ça a été plutôt rapide, mais finalement elle est décédée en juin 2018. D'accord. Donc c'est passé 6 ans, presque 7 quoi. Donc ça a été parce qu'entre le moment où elle a commencé à avoir les premiers symptômes et le diagnostic, c'est passé 6 mois. C'était entre avril et décembre 2012 du coup. Donc la perte de mobilité a été très rapide. En fait, ce qui est amusant, et c'est là que j'aime bien faire le parallèle avec la zone qu'on connaît encore pas super bien, qui est le cerveau, c'est que par rapport à entre avril 2012, où elle a commencé à perdre la mobilité au niveau de la main, et décembre, qu'elle a eu le vrai diagnostic qui a été posé, en fait, elle est passée de ça à ça. Donc, c'est pas fou, quoi. Ouais. Le jour où elle a su qu'elle avait cette maladie, 6 mois après, elle était en fauteuil, elle parlait plus. Donc, il y a bien quelque chose de psychologique aussi derrière, sur des maladies, qu'elles soient auto-immunes, etc., qu'on n'explore peut-être pas assez, à mon goût. Là, c'est pense personnel. mais je pense qu'il y a des choses à faire. Et donc cette perte de mobilité, ça l'a amené donc à être
à la maison, Dépendante. dépendante. Ouais. D'abord à la maison ou D'abord tout à de la suite maison. hospitalisée? Non, d'abord à la maison jusqu'à ce que ça devienne plus possible, gérable. puisque là, ça me met un peu dans l'émotion parce que j'ai un souvenir, en l'occurrence, je rentrais entre midi et 2 et puis du coup elle tombe en fait. Et ma grand-mère qui était là déjà un peu âgée essayait de la remonter mais elle pouvait pas, donc ça faisait déjà peut-être une demi-heure qu'elle était par terre et moi j'arrive. Voilà Ouais. quoi. Ouais. Ça... Oui, tu prends le plein Ah, fouet, là, tu le Tu le vis. vois. Là, tu le vois, Mhm. tu le vis, c'est autre chose. Mm. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'une aide, alors nous, j'ai pas eu l'occasion d'avoir, qu'on me demande en tous les cas d'être accompagné ou quoi, mais à ce moment-là, je pense que ça aurait été aidant. Ça aurait Donc été- jusqu'au moment où on pouvait plus s'en occuper, et elle a commencé à être aller hospitalisée. d'hôpital en hôpital. Oui, parce qu'en fait, c'est spécifique à cette maladie, hein, mais bon, il y en a peut-être d'autres Et aussi elle est dans incurable, lesquelles... cette maladie, on le voilà, précise. c'est... L'issue est fatale quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on dit. Mm. Voilà. Après, voilà, j'ai eu une petite expérience là-dessus. Je fais peut-être une petite aparté, mais c'est un truc qui me tient à cœur. et ça représente aussi ce que j'ai vécu et ce que j'ai pu voir, avec vraiment un vrai travail psycho-émotionnel. C'est pour ça que je parlais du cerveau. Il y avait commencé une rémission, en fait. C'est-à-dire qu'elle était déjà trachéotomisée. Et après ce travail, ça a commencé à aller mieux. Donc c'est pas pour distiller de l'espoir ou quoi, hein, c'est juste ce que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que les conditions dans lesquelles ils sont extrêmement importantes, même s'ils parlent plus, même s'ils bougent plus, etc. Ça va conditionner quand même beaucoup de choses pour eux. Et bon, là, en l'occurrence, c'était compliqué de communiquer, hein, parce que lettre par lettre, ça faisait quand même un peu long. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc de toujours être bienveillant, l'environnement, les gens autour, etc. Donc voilà. Oui. Je me suis un petit peu éloigné, mais Il n'y a pas de mais souci, voilà, ça fait partie de ton assez important, expérience et de ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui. Et elle a vécu pendant 6 ans Oui. comme ça. Évidemment, elle est arrivée aussi à un stade de soins palliatifs. Oui, tout à fait. C'est arrivé au bout de combien de temps Un an après le diagnostic, globalement. Parce que D'accord. ça a duré Donc, ça a été 5 ans de soins palliatifs. 90, oui, Donc ça peut être très long. ça C'est peut vrai être très que long. quand on imagine soins palliatifs, on imagine La fin. c'est déjà Ouais. on est à la fin quoi. Hein. Dans quelques semaines, ce sera la fin. Donc non, pendant 5 ans, elle a vécu pendant des soins palliatifs. Alors après, comme j'aime bien ce qui est fun, et on parle pas d'un sujet fun, mais quand même, je vais mettre une petite anecdote qui l'avait beaucoup fait rire à l'époque, parce que lorsque le diagnostic a été donné par un médecin, il a dit vous en avez pour 2 ans, 3 ans grand max. Ouais. Et au bout de 3 ans, donc moi je calculais forcément, je faisais mois par mois, quoi. T'as bien. Ah ouais, je faisais le décompte. Et au bout de 3 ans, je lui dis, mais elle forcément avait accepté ce diagnostic, hein, donc elle a dit, bon, dans 3 ans, je suis plus là. Et au bout de 3 ans, je vais la voir et je lui dis, tu m'as menti. Mais elle savait pas du tout d'où ça venait, parce que forcément, Elle avait oublié. elle avait complètement oublié. Et je lui dis, ça fait 3 ans. Ouais. Et là, forcément, elle a explosé de rire et tout. Et c'était aussi pour prouver Essayer que... de dédramatiser d'une certaine manière. Complètement. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, après, c'est dommage qu'il n'y ait pas de médecin Oui, pour clairement. débattre. Mais c'est vrai que les diagnostics valent ce qu'ils valent. Hein. C'est sur un cas, on va C'est dire, une moyenne, c'est hein. une moyenne, voilà. C'est une moyenne. Et là, on a bien vu que c'était le double. Ça Donc, rejoint ce que je disais sur le tabou et sur la difficulté d'en parler aujourd'hui, parce que évidemment, on a sollicité des médecins. Mais la notion un petit peu politique de cette, de cette question aujourd'hui en Polynésie bloque parfois sur la possibilité de s'exprimer sur ce sujet-là. Et je vais me tourner vers Maître Gratirola. Aujourd'hui, la Polynésie applique la loi, alors je vais le dire correctement, Claes-Leonetti. Elle date de 2016. Est-ce que tu peux nous l'expliquer, cette loi ? Oui, bien sûr. C'est une loi qui date du février 2016 et dont l'idée centrale, hein, c'est le droit à l'endormissement. Ouais. C'est une sédation profonde. Voilà. Alors, ça a consacré ce droit-là, qui n'était pas évident, qu'on avait intuitivement partout dans les milieux médicaux. On le ressentait, ce besoin, c'est évident. Mais la traduction législative, ça a été cette loi Leonetti qui a consisté à dire, à un certain niveau de souffrance, on va dire, et à condition d'un acte de volonté de l'intéressé, parce qu'il n'y a que lui qui maîtrise sa propre vie, hein, il a droit à l'endormissement. Est-ce que par exemple, la maman de Lionel, qui du coup n'avait plus beaucoup de moyens de communiquer, aurait pu dire « je veux qu'on m'endorme jusqu'à la fin » ? Alors,
il y a des conditions, hein, donc je ne rentre pas dans le dossier spécifique de cette maman, mais d'une façon générale, lorsqu'une personne se retrouve dans une situation où, grosso modo, elle n'a plus de chance de s'en sortir, elle a droit à ça, qui se complète en fait par un arrêt des soins de maintien en vie. Hein, c'est la loi Leonetti, elle prévoit ça. C'est-à-dire que l'endormissement, c'est une chose, mais en plus... S'il y a un arrêt cardiaque, on ne réanime pas, par exemple. On exemple. réanime pas. Mais ça peut aller très loin. Par exemple, dans le cas du coma, on a un arrêt de l'hydratation, par exemple. Ah oui, donc on meurt de déshydratation d'une certaine manière. Bah, oui. C'est-à-dire que tout ce qui est maintien en vie est débrayé. Mais ça n'est mis en œuvre que si la personne a demandé à être endormie. Mais donc ça, il faut le faire décaler. Il n'y a pas de geste létal, il n'y a pas de substance. Et c'est ce qui est la grosse différence avec la nouvelle. Je pense que ce que dit Leslie, c'est que la demande doit être faite dès que la personne a le diagnostic. Alors, il faut qu'elle soit... Il faut que la personne... Alors, je crois que les deux lois, on peut le dire, elles mettent au centre, en fait, du débat la volonté de la personne. Les deux projets de loi la loi Leonetti. Oui, et la nouvelle loi. Et la nouvelle loi. D'accord. En fait, on pourrait considérer que depuis longtemps, finalement, notre mort nous échappe un peu. Hein, ce que je veux dire, c'est que le droit de décider de notre vie, de notre mort, ne nous appartient pas forcément, parce qu'il y a des contextes culturels, sociaux, familiaux, historiques. Et puis, il y a une relation avec Dieu aussi. Surtout ici, en Polynésie. Oui, mais partout, en fait. Où on se dit, finalement, ma mort, j'en suis comptable vis-à-vis d'un certain nombre d'obligations. Et cette loi-là, d'ailleurs la loi Leonetti aussi, hein, d'une certaine façon, elle vient en quelque sorte recentrer le débat sur que veut l'intéressé. Qu'est-ce qu'il veut vraiment, en son âme et conscience. Et c'est en cela que les deux lois sont intéressantes, à la fois Leonetti, qui n'avait pas été jusqu'au bout, hein, de la logique, puisqu'elle n'autorisait pas l'utilisation d'une substance létale. Hein. Mais le projet, par contre, oui. Oui. Parce que là, on parle d'aide active à mourir. Donc, c'est en fait une récupération par l'intéressé de sa propre mort, qui, d'une certaine façon, appartenait aux autres, à la culture, à l'histoire, à la religion, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'on te l'a proposé, ça, Lionel, d'aller vers ce type de sédation profonde Pas vraiment. En tous les cas, pas dans ce dont je me souviens. Je me souviens d'une vraie étape, c'était au bout d'un an et demi, où il fallait faire le choix de la trachéotomie ou pas. Donc c'était le moment où on pouvait... Là, il y a vraiment un maintien en vie, pour le coup, puisqu'on l'aide à respirer. C'est ça. Donc ça, oui. Et donc ça a été validé, quoi, avec évidemment son consentement. Mais après, sur la suite, non, parce que après, bon, voilà, c'est une maladie encore un peu spéciale, hein, qui touche pas finalement beaucoup de gens non plus. Mais pendant toute la partie où justement elle était trachéotomisée et qu'après il y a eu toutes ces étapes-là, on va dire que pendant 3 bonnes années, le stade était assez c'était maintenu, quoi. Enfin, ça bougeait pas forcément, puisque après, il y a des glaires qui se forment, donc il y a des aspirations. Enfin, c'est assez régulier. Et en fonction, c'est vrai ces personnes-là, en tous les cas, sont plus sujets à choper des cochonneries, quoi. Donc des infections pulmonaires, enfin tout ce genre de choses. Et en général, les fins de vie se font souvent avec ce genre de choses. C'est pas la maladie qui tue vraiment. Pas elle-même. Voilà, c'est d'autres infections qui l'amènent. Tout à l'heure, tu disais que tu n'as pas eu un soutien forcément dans cet accompagnement. C'est ça qui t'a manqué principalement, d'avoir finalement un accompagnement pour toi aussi. Il y a un accompagnement médical pour ta maman, mais il te manquait un accompagnement pour toi et ta grand-mère. Oui, en fait, c'était plus... je pense que c'était plus un accompagnement tout court des gens autour de moi, puisque déjà, on va commencer par là. Donc ça, c'était la première chose, hein, parce que c'est vrai que quand on n'est pas soutenu avec les gens vraiment... parce que pareil, avec mon père et ma grand-mère, on n'a pas trop les mêmes visions. Oui. Et ma mère voulait forcément être à la maison, même si elle savait qu'il y avait un peu de difficultés. Mais ouais, c'est plus ça. Et c'est vrai que d'avoir peut-être une personne comme peut-être tu as bénéficié. Je sais pas en gros quel type d'accompagnement tu as eu, mais... Comment ça s'est passé pour toi, ouais.
Moi, j'ai été suivie donc, par une psychologue très régulièrement, dès que j'ai demandé à me faire suivre. C'est quoi très régulièrement, juste par curiosité, c'est Toutes les semaines. Ah oui, donc hebdomadairement, enfin Toutes de les manière semaines, à hebdomadaire. raison d'1h30 à 2h, je suis là avec la Ah oui, psychologue d'accord, ouais. de l'équipe des soins palliatifs au sein de l'hôpital. Et alors, sur quoi portait cet accompagnement finalement? Est-ce qu'on parlait déjà de deuil, c'est ça? Euh, oui, déjà de par le diagnostic. Déjà, c'était annoncé. C'est un cancer qu'on ne guérit pas. Enfin, on ne sait pas guérir. Donc, à terme, bon, c'est forcément la mort. Mais ce type de cancer peut durer. Donc, en fait, c'est pareil. C'est là, combien de temps? Dites-moi, généralement, moi, combien de temps je dois tenir? Clairement, c'est... Ok, Non, mais le terme est juste, voilà. c'est tenir debout, tenir le coup. Voilà. Comme toi, c'est le compte à rebours, c'est combien de temps le malade est capable plus ou moins de tenir, en moyenne. Donc, Parce que finalement, ta vie, elle est un peu en suspens. Tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Complètement. Avec moi, c'était très, enfin, c'est très pour pouvoir être là auprès du papa de ma fille, je me suis quand même littéralement mis en arypsie. Oui. Pour être 8 heures par jour à l'hôpital. Déposer la petite chez la nounou le matin et tu files. Tu vis à l'hôpital, clairement. Donc, oui, en plus, tu entres dans ce milieu médical où tu es entouré de malades, en pneumologie par exemple, et tu es entouré de malades, tu es entouré de seniors, et tu vis en fait dans cette atmosphère. Donc, ça n'aide pas non plus au niveau mental à dire avoir de l'espoir, quoi. Tu vois, même si tu as envie, tu vis dans un environnement qui est difficile parce que tu as envie d'être là. Et du coup, Lionel parlait de l'entourage plus large. Est-ce que eux, ils ont compris, ils ont essayé d'accompagner aussi? Moi, c'était ma mère qui a été là. Elle était aussi le bouleversement. Elle savait pas comment faire. Ouais. Mais c'était une maman. On ne sait pas comment faire face à la maladie, face à la mort potentielle. Voilà, tu as envie d'accompagner ta fille qui subit ça. Donc voilà. Et en même temps, tu sais que tu as un mot toi, quoi. Donc moi, j'ai fait le choix et j'ai dit à ma mère, tu me laisses gérer, n'entre pas dans ce débat-là, c'est mon combat. Je sais que tu es là, donc en cas de besoin, tu es là. Mais c'est mon sujet. Je me fais suivre, je me fais aider. Et si vraiment j'ai besoin de... Et le papa de ta fille, comment lui il vivait ces moments-là, à cette époque-là? Parce que oui, c'est ton combat, mais c'est aussi le sien. C'est ça qui est important, c'est le combat des patients aussi. Est-ce qu'il était conscient? Est-ce qu'il il arrivait à trouver une forme de soulagement par les soins palliatifs? Lui, au stade de sa maladie, c'est qu'il était complètement désorienté. Donc, c'est-à-dire que les lésions, bon, il avait un cancer du poumon métastasé au cerveau, de fortes lésions au cerveau. Donc, même au niveau cognitif, au niveau compréhension, c'était compliqué. Après, quand il a commencé les traitements, que ça allait beaucoup mieux, oui, ouais. En plus, il était médecin, donc comment te dire, c'est compliqué. Et les cordonniers toujours les plus mal chaussés après. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que tout le monde m'a dit. Ouais. Donc, non, qu'il avait une compréhension finalement il pas... savait, mais encore une fois, il y avait une forme de déni aussi. Oui, hein. oui, clairement, parce que moi, on se sent quand même coupable, malgré tout, même si on sait qu'on ne peut rien faire. Et c'est là où l'équipe mobile m'a beaucoup aidé. Dit, tu ne peux rien faire. Et physiquement, il sentait la douleur ou il était... non, il n'y avait pas de douleur physique, justement par le biais des soins palliatifs? Non. Enfin, en tout cas, il s'en est pas plaint avec moi. Ouais. Peut-être qu'il s'est ouvert, et c'est ce que je dis souvent, le malade tient un discours différent vis-à-vis des personnes qu'il a en face de lui. C'est-à-dire, moi, en tant que compagne, il va tenir un discours. En face de ses parents, un enfant peut tenir un autre discours. Vis-à-vis du personnel médical, en plus entre médecins, ça peut être un autre discours. Donc, ça lui appartient. Oui. Je n'ai pas décidé, c'est quelque chose qui lui appartient aussi. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, je l'accompagne. Est-ce que ta maman, toi, a parfois exprimé la douleur, le malaise, peut-être l'envie de partir à certains moments?
Alors je te rejoins sur le fait qu'ils adaptent leur discours à la personne en face. Moi j'étais un peu tout à la fois. Donc le confident, l'ami, etc., le fils, voilà, bref. Donc j'ai tout pris, moi, bien, comme il faut. Donc ça a été... Elle m'a tout dit. Elle m'a rien caché. Donc, un peu moins à sa maman, peut-être, c'est ça? Comment? Un peu moins à ta grand-mère. Alors on a peut-être dit un peu moins. C'était sa belle-mère. Sa belle-mère, pardon. Ouais. Oui, non, elle, non. Parce que c'était pas... Non, c'est moi qui était le confident, quoi. Donc on va tu dire. as joué le rôle de psychologue de ta mère, d'accompagner. En fait, tu as pris toutes les casquettes. Toutes les casquettes, ouais. Pour le coup, j'ai vraiment mis ma vie en stand-by. Alors moi, j'étais déjà auto-entrepreneur à l'époque. Donc j'ai mis beaucoup de choses de côté, clairement. Ouais. Ça a été compliqué aussi pour tout. Bon, comme j'étais encore... j'avais pas de loyer à payer, donc ça va. Mais c'était pas les années les plus waouh de ma vie. Après, et donc cette souffrance, comment elle l'exprimait? Et encore une fois, est-ce qu'elle a exprimé l'envie parfois de dire stop? Ah oui, complètement. Oui, il y a eu tout. Au final, toujours pareil avec le système qu'on lui avait pris, ouais, quoi. Mais elle exprimait clairement le fait d'être alité tout le temps. Forcément, ça fait des escarres des fois, des machins. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent. Donc oui, quand elle avait mal, elle demandait des antidouleurs, elle demandait, voilà. Après, ça c'est plus mon regard personnel, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'elle me partageait, et ça c'était difficile vraiment à encaisser, c'est quand les personnes, il y a toujours des personnes qui s'occupent, que ce soit des aides-soignantes, des infirmiers, des médecins, enfin tous les paliers, tous les niveaux, mais qui sont plus ou moins bienveillants. Et quand j'arrivais des fois 3 jours après, parce que moi j'y allais pas tous les jours, pour le coup ça aussi je voulais, moi c'était pas tous les jours parce qu'elle était des fois loin, comme elle a été baladée dans beaucoup d'établissements, ça a été aussi compliqué. Parce que un coup c'était, alors moi j'étais dans le sud de la France, mais des fois il fallait que je fasse 150 bornes pour aller la voir, donc je pouvais pas y aller tous les jours, quoi. Mais ici la question se pose aussi quand tu es dans les îles et que tu dois être en soins palliatifs ici et que tout le reste de la famille est loin, c'est compliqué, le malade est seul, ouais. Donc oui, ça rejoint un petit peu, mais quand on arrive 2-3 jours après, parce qu'on n'a pas pu venir avant, et qu'on la voit complètement délabrée, pas forcément changée, lavée et compagnie, j'ai poussé 2-3 petites... Ouais, on peut dire ça. Hein, non, après, ça se passait mieux, étrangement. Et selon les équipes, quand ils me voyaient arriver, ils disaient « Ah !» Ils étaient, au final... Dès qu'il y avait quelque chose à demander, en fait, c'était pas mon père qui demandait, c'était à moi. Pourquoi? Parce qu'elle avait émis le souhait que non, c'est ce que je veux, c'est que ce soit mon fils qui s'occupe de moi et qui prenne mes décisions à ma place. Donc ça aussi, c'était une charge de plus que sur le principe, on se passe toujours bien. Et pareil, pour remettre un peu de joie dans ces moments qui étaient pas top, comme à l'époque, je travaillais beaucoup dans la musique, je faisais des fois venir des personnes pour jouer pour elle, pour mettre de la vibration qui faisait que, on le voit de plus en plus, alors c'est plus dans les maisons de retraite, mais aussi le faire appel aux animaux qui donnent des vibrations aussi beaucoup plus joyeuses que, comme tu disais, quand on est... toi, tu as dû le vivre tous les jours, donc j'imagine même pas. Mais moi, de temps en temps, déjà, aller dans ces endroits-là, moi, elle m'écrivait, elle m'avait dit « Sors-moi de ce mouroir ». Ouais. Tu fais quoi derrière, à part tu tournes, tu vas derrière, tu vas pleurer un coup, tu reviens et tu dis « Ouais, bon... » Oui, maman, je fais le maximum là. Peut-être que justement ces nouvelles lois, ces propositions de loi qui ont été donc discutées et votées en mai à l'Assemblée nationale, en mai 2025, vont permettre un meilleur accompagnement à certains niveaux. Est-ce qu'on peut revenir sur ces deux propositions, ces deux textes? Il y en a un premier donc, qui garantit un égal accès aux soins palliatifs et un second qui instituerait un droit à l'aide à mourir. Sur le premier de ces textes, qu'est-ce que ça change par rapport à la loi Leonetti, justement? Alors, à mon sens, c'est une avancée vraiment fondamentale. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, ça replace la personne au centre de sa décision, de son décès. Son décès désormais lui appartient, il en décide. Mais avant cela, il y a la question des soins palliatifs. Oui. Et cette question-là est fondamentale parce que il est prévu, et je trouve que ça c'est quelque chose de très très bien, il est prévu des maisons d'accompagnement en fait. C'est ce qui nous manque. Oui. Parce que ce n'est plus l'hôpital. C'est un centre qui est dédié. C'est un centre qui est dédié à faire en sorte que l'on parte dans la paix.
Dignement. C'est ce qu'on Dignement, disait dans tout à la l'heure. paix et la sérénité. Parce qu'en fait, on a tous peur de notre mort, mais on en a peur d'une certaine façon. On en a peur, on se résigne. Lorsque l'on a des maladies de cette nature, on dit bon, ça va arriver. Mais on a peur, d'une part, sur sa propre personne. Est-ce que j'étais un bon papa? Est-ce que j'ai été Oui, on une remet bonne sa vie en maman? question. Oui, Le bilan. Oui, non, mais C'est ça. c'est cette double crainte-là. Et est-ce que j'ai été un bon mari? Est-ce que j'étais une bonne Est-ce que j'étais un homme de bien ou une femme de bien? Et puis, on a également une deuxième peur. Que vont devenir les personnes Les qu'on autres. aime? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'évidemment, la maison d'accompagnement, c'est-à-dire ces maisons spécialisées, ou qui seront, d'après ce que j'ai vu du texte et des travaux préparatoires, ce sera des maisons pluridisciplinaires. D'accord. Où il Pas y aura... uniquement médicalisé. Non, oui, alors il y aura un gros budget mis sur la formation aussi. Il va y avoir vraiment un très gros effort Alors, là-dessus. le budget annoncé, un global, hein, c'est oui. 1,1 milliard d'euros jusqu'en 2034. Ah oui, c'est énorme. C'est Ouais. énorme. Et alors, pourquoi? Parce que c'est pas facile, en fait, de faire le choix de son décès. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Parce que, pour toutes les raisons que je viens de dire. Autrement dit, les maisons d'accompagnement, ça va être des maisons, à mon sens, qui seront dédiées à un départ serein Mhm. de cette vie. Les maisons de dignité, De d'une certaine, dignité. d'une Et certaine ça, manière. je trouve que pour moi, c'est une avancée que notre droit n'avait pas connue jusqu'à présent. Et le deuxième texte, donc là, on parle d'un droit à l'aide à mourir. Et pour y avoir accès, il y aurait 5 conditions qui doivent être réunies, être majeures, résider de manière stable en France ou sur le territoire C'est important français, aussi, hein. être atteint d'une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale, souffrir de douleurs insupportables et réfractaires au traitement, et être apte à exprimer une volonté libre et éclairée. On l'a dit, c'est central, c'est la décision du malade. Oui, d'ailleurs, ça préoccupe tellement le législateur qu'il a prévu 2 types de sanctions en cas de pression faite sur la personne dans son entourage. acte de volonté, dans son choix. Mm. Soit des pressions pour choisir la mort, c'est-à-dire dire je veux décéder, soit des pressions pour l'empêcher de le faire. C'est-à-dire qu'on veut absolument libérer la personne de tout type d'intervention extérieure. Il faut qu'il décide lui-même de ce qu'il veut faire. Et donc, en quoi c'est révolutionnaire? Parce que justement, jusqu'à présent, on n'avait jamais autorisé dans la loi l'utilisation d'une substance mortelle selon le choix de la personne concernée. Mm. Et c'est en cela que cette loi-là, en fait, est une avancée par rapport à la loi de 2016. Mais moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que on ne donne pas un droit de tuer. C'est souvent, Ah non, mais pas du tout. c'est souvent ce qui revient. C'est de dire, mais c'est comme vous l'avez dit, hein, la vie est sacrée. Mais souvent, la crainte, c'est que finalement, ce droit-là soit dévoyé et qu'on l'utilise à outrance. outrance non, mais la pour de loi, mauvaises raisons. Tout à fait. Mais la loi est sacrée, mais elle appartient à son titulaire. La vie est sacrée, oui, bien sûr. Oui, la vie est sacrée et elle appartient à son titulaire. Mm. Et c'est ça le sens de cette loi. Mm. Elle appartient qu'à son titulaire, qui a le droit, c'est peut-être aussi le sens sous-jacent de cette loi, à la résignation. Il a le droit de se résigner et dire j'arrête le combat, je jette l'éponge. On voudrait, dans les temps anciens, on voulait que la personne se batte à tout prix. Jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Est-ce que parfois, il n'y a pas un côté un petit peu égoïste de la part des familles de se dire non, je veux pas que tu partes, pas maintenant, ou je suis pas prêt? Si, moi je pense que si, mais comme je dis, c'est toujours ceux qui restent qui auront mal. Oui, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, c'est juste se dire, c'est notre crainte, nos peurs, qui guident en fait les choix de ceux qui accompagnent le malade. Donc, Si non. vous aviez eu le choix, par exemple, pour toi particulièrement, tu penses que vous auriez fait appel à ce type de décision? Honnêtement, j'en sais rien. Je veux dire des bêtises. Je pense que moi, il y avait une partie d'égoïsme aussi, de dire bah vas-y, bats-toi, etc. Et puis elle était dans mon mindset, donc elle suivait quoi. Parce que j'étais assez convaincant. Mais peut-être qu'à ce moment-là, si j'avais pas été là, Elle ne aurait serait-ce lâché. que pour la trachéotomie, elle aurait dit non. Oui. Déjà, Je sais pas. à commencer par là.
Donc, je peux pas dire. Voilà, ça serait dire des choses pour rien dire, donc je sais pas. Oui, en fait, il faut vraiment pas déconnecter, mais il faut laisser le malade en réflexion sans avoir d'interaction. En fait, c'est lui et lui. Lui et sa conscience, lui et ses convictions et ses croyances aussi. Oui, bien sûr. Et il faut le laisser choisir. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi le libérer d'un doute, de certains doutes. Oui. Hein, c'est ça. c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il souffre. On peut lui dire à quel point on l'aime et qu'on est là pour comprendre la décision qu'il va prendre. Mais est-ce que les familles, je pense qu'il y a des familles qui sont capables de l'entendre. Mais est-ce que dans les faits, de l'exprimer, mais est-ce que dans les faits, quand ils seront mis ils vont être là et il faudra le faire. La majorité des gens, je pense, sont en incapacité de dire ok, c'est bon, tu peux y aller et on va t'accompagner. Voilà. C'est difficile. Voilà, je pense qu'entre le dire et après se retrouver face à réellement la réalité, c'est compliqué. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des situations, on parle de personnes qui sont dans des situations catastrophiques, qui sont irréversibles. C'est ce que vous avez connu tous les deux. Quasiment. Voilà. Donc autrement dit, il y a un moment où il faut quand même comprendre qu'ils ont le droit de choisir ce qu'ils veulent faire. Quitter l'hôpital, rentrer à la maison en disant bon, moi je préfère rester à la maison maintenant. Et aujourd'hui, en l'état actuel des choses, un malade qui demande à un proche de l'aider à mourir, que risque ce proche face à la justice si effectivement il accompagne son compagnon, sa mère? Absolument pas. Oui, mais s'ils le font, c'est-à-dire un suicide assisté en famille à l'intérieur de... Aujourd'hui, c'est considéré comme un homicide volontaire. Voilà. On ne peut pas faire ça. Oui. C'est juste qu'on comprenne bien quelle est la loi aujourd'hui. On a une loi qui est quand même très stricte. Enfin, le projet de loi, il encadre, tout à l'heure, tu as listé les conditions. Ce sont des conditions c'est très, très strictes. Ça n'appartient qu'à lui. Et dans un certain cadre juridique qui ne peut pas être transgressé. Hein. Si une personne fait ça, elle s'expose à des poursuites, ça c'est sûr. Hein. Même si effectivement c'est voulu par le malade et que ça a été demandé par le malade, quoi qu'il arrive. Non mais d'accord, mais il faut à ce moment-là respecter le cadre légal. Ouais. Ça aussi c'est une vraie question parce que c'est difficile. Alors j'ai eu la chance de ne pas être confronté à ça, mais je pense qu'il y en a plein qui le sont. Et quand on dit ouais mais t'as pas le droit, non mais c'est quoi, t'as pas le droit de partir? Tu vois, et que les personnes autour, bah non, on respecte, non, il faut que ce soit légal. J'ai eu des cas autour de moi, c'est vraiment violent, posée à un moment, et en fait, c'est finalement la question qui se pose aujourd'hui, et qui va peut-être être palliée par ces nouvelles lois, c'est la question du choix. Tu en parlais en début d'émission, c'est de dire, effectivement, ces lois peuvent être inquiétantes pour les gens, mais finalement, elle pose simplement le choix. On n'est pas obligé de faire appel à l'aide à mourir, mais on aura le choix. Si un jour on le souhaite, on pourra le faire. C'est ça l'objectif. Et dans certaines conditions. Et dans certaines conditions très strictes. Oui. D'ailleurs, dans les débats à l'Assemblée, on voit très bien que ça a vraiment remué les ménages. Oui. Par exemple, est-ce que la souffrance psychologique justifie ou non des gens qui sont dans une souffrance intense? On sait à quel point l'esprit a une puissance, parfois négative sur la personne. Donc on a pensé à un moment donné, les législateurs ont pensé inclure ça, et puis finalement ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé la souffrance psychologique. Oui, dommage. Ça dépend du degré de souffrance psychologique et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à cadrer par rapport à ça. Est-ce qu'une loi justement sur... Parce qu'aujourd'hui, donc, ça a été débattu au CESEC, ces propositions de loi, pour qu'elles soient appliquées aussi en Polynésie. Le CESEC a statué en faveur des soins palliatifs, mais contre l'aide à mourir aujourd'hui. C'est encore compliqué d'aller vers cette question-là. Est-ce que ce type de loi est compatible avec la culture et la société polynésienne qui reste ancrée, on l'a dit, dans une forme de spiritualité qui est quand même très forte et très ancrée? Oui, je pense que c'est applicable ici. Mais comme je dis, il faut, comme m'a dit Maître, c'est le malade, le choix du malade qui prime. Et dans ces projets de loi, c'est que le cadre doit être très bien défini
pour protéger le personnel médical qui suit le malade et en cas d'interférence ou de décision qui ne suit pas aussi la famille, parce que le malade peut prendre une décision qui ne va pas forcément convenir à la famille. Et donc, c'est là où le juridique devra bien cadrer pour éviter les dérives. Et c'est là, c'est pour protéger tout le monde, en fait, impérativement. Mais oui, si le malade souhaite, oui, il faut suivre. S'il ne le souhaite pas, c'est bien aussi. Finalement, la question de la culture ne rentre pas tant dans l'équation de ce type de loi-là. Pas pour moi, parce que c'est tellement personnel. C'est propre à chacun et on est tous différents à la souffrance, au final. Mais c'est le malade qui est au centre. Moi, je voulais juste rebondir tout à l'heure, on parlait des établissements. Oui. Et j'avais un petit truc à raconter là-dessus, parce qu'avec les nombreux établissements que ma mère a pu visiter, il y en a un qui était juste extraordinaire dans le sud de la France. D'ailleurs, il est connu, je ne dis pas le nom parce que je ne suis pas là pour faire de la pub, mais honnêtement, il y avait... En fait, c'est comme à la maison. C'est-à-dire que toutes les personnes sont habillées comme vous et moi maintenant, que ce soit médecin, infirmier, on est incapable de les distinguer. Il y a énormément de choses aussi en parallèle qui sont faites pour les gens, par exemple, qui ont des chimiothérapies, qui perdent leurs cheveux, etc. Il y a des personnes qui viennent pour faire des perruques, etc. Soins de soutien. Donc, on parlait de pluridisciplinaire. Je pense que ça, c'est juste incroyable. Et ça a mis une ambiance. Quand on va là-bas, on n'a pas cette sensation d'être entouré de malades. Dans un mouroir, comme disait ta maman. Ah oui, ça, c'est le mot qui m'a le plus... Ah ouais, ça, c'est... Sors-moi de ce mouroir, je m'en souviendrai toute ma vie. Tu vois. Et ça permet aussi... Alors, ça, c'est juste des suggestions dans les prochains, s'il y a des maisons qui doivent se faire. Mais vraiment, oublier les blouses blanches, oublier au final les niveaux de hiérarchie qu'on peut avoir juste en visuel. Et ça donne une ambiance vraiment qui est fantastique pour une fin de vie. Et peut-être, on ne sait jamais, je reste toujours moi super positif, mais on ne sait jamais, on peut toujours partir dans l'autre sens. Voilà. Et donc, Maître, quelles sont les prochaines étapes par rapport à ces projets de loi ? Je voulais juste, avant, répondre à la question d'avant, juste antérieure. Sur la culture ? Sur la culture. Bien sûr. Oui, parce Il nous reste 5 minutes. Alors faut être je vais être assez rapide. Moi, je pense qu'il faut un peu se démarquer de temps en temps d'une vision verticale de la loi. C'est-à-dire qu'elle arrive, en l'occurrence de Paris, de gens qui ont énormément réfléchi. Et moi, personnellement, je suis assez positif sur leur travail. Et ils ont fait un excellent travail. Mais la loi, de temps en temps, il faut qu'elle soit horizontale. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle tienne compte de tout ce qui se passe dans l'endroit où on veut l'implanter. De la façon dont on appréhende la vie, on appréhende la souffrance, la famille, sa relation avec Dieu, par exemple. À un endroit, ce n'est pas forcément la même chose qu'à un autre endroit. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord sur une greffe de cette loi, comme ça, directe. Telle quelle. Je pense qu'au contraire, il y aurait d'autres garde-fous à mettre en place ici ? Moi, je crois que c'est une force de proposition pour notre organe législatif ici, et que la loi, si elle doit intervenir, elle doit être discutée et faite ici même, pour la Polynésie. Et de ce point de vue-là, la population polynésienne, l'esprit polynésien, en fait, il est peut-être différent dans sa relation avec la mort, avec le choix de ce qu'il faut faire ou non. Et donc, c'est un gros débat. En fait, on n'a pas fini de débattre de cette question, à mon avis. Ça ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas aussi simple de dire on va prendre la loi de Paris et c'est bon. Ça va arriver ici. Alors, cette loi de Paris, elle doit encore passer au Sénat. C'est ça, hein, avant toute chose. C'est pour ça que je demandais quelles étaient les prochaines étapes. Elle n'est pas encore complètement validée. C'est pas validé. Mais nous, c'est encore plus que ça, nous. Nous, il faut que, à mon sens, il y ait un large débat sur cette question. Il y a eu quand même une consultation par le CESEC, une consultation citoyenne qui a montré 84% de soutien à l'aide à mourir. Mais bon, on est sur un échantillon qui est quand même relativement limité puisque c'était environ 800 personnes. C'est pas totalement représentatif de la Polynésie dans son ensemble. Et comme tu l'as dit, avec un rapport différent à la mort, à la vie et parfois même à la maladie qu'on a déjà traité ici sur ce plateau. Je vous remercie déjà d'avoir partagé votre expérience, de vous être replongé dans ces moments. Franchement, je le dis. Dans ces moments pas faciles, il faut le dire. On a essayé en tout cas d'être
Tu as beaucoup dédramatisé, merci Lionel. Écoute, c'est ça. moi. Mais pour montrer aussi que voilà, il y a d'autres manières d'appréhender ces questions-là. Merci Maître d'avoir été très clair sur ces projets de loi, sur cette loi qui existe déjà et sur les règles à respecter quoi qu'il arrive. Une certitude, la fin de vie nous concerne tous, quoi qu'il arrive, et c'est ensemble que nous devons décider de la façon la plus digne de l'accompagner pour les patients, mais aussi pour les familles. On l'a entendu ce soir. Et si c'était vous demain, que feriez-vous ? Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir pour ce débrief. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même chaîne, même heure, pour un nouveau débrief.